pas vous faire tondre. Alors, évidemment, les gouvernements font absolument tout pour que vous ne vous inquiétiez pas et pour que vous restiez statique, parce que c'est plus facile de tondre quelqu'un qui ne bouge pas que quelqu'un qui bouge. Alors vous ne bougez pas quand même, même si je ne vais pas vous tondre, vous restez. On se retrouve juste après les infos, Olivier Delamarche. 8h05, Olivier Delamarche, économiste, chroniqueur à BFM TV. Pour faire le lien, Olivier Delamarche, avec ce que disait à l'instant Gérard Leclerc, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'économie, je voudrais simplement avoir votre appréciation sur votre pensée du système. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est votre référence, c'est le laisser faire, laisser aller, et après tout, les choses, la main invisible fera le reste? Ou bien est-ce que vous vous référez, est-ce qu'on peut considérer que l'Église ou toute autre institution a une parole en termes d'économie, d'organisation de la société, que celle-ci doit prévaloir sur ces lois du marché? Est-ce que la situation que l'on connaît, que vous avez décrite pendant une demi-heure, pendant une demi-heure et qui est quand même au bord du cataclysme, nous situe au bord du cataclysme, est-ce qu'elle n'est pas due simplement au fait que plus personne ne pilote l'avion? Ça fait longtemps que plus personne ne pilote l'avion, ou que celui qui pilote l'avion est ivre. Mais non, le problème, c'est qu'on applique de fausses solutions, c'est-à-dire que vous avez des lobbies, vous avez des groupes de pression qui font que finalement on n'arrive pas ou manque de courage simplement des politiques, on n'arrive pas à réguler réellement les choses. C'est-à-dire que c'est le libéralisme, c'est très bien, mais le libéralisme, il faut l'encadrer un peu, parce que sinon ça devient complètement anarchique. Et aujourd'hui, comment l'encadrer sans faire du socialisme, Olivier Delamarche? Non, on peut l'encadrer, c'est-à-dire qu'on peut empêcher des gens qui sont des crétins qui nous ont mis dans le gouffre de recommencer. Or, on ne le fait pas. Aujourd'hui, absolument rien n'a changé au niveau de la régulation des banques depuis 2008. Rien. C'est-à-dire qu'une banque aujourd'hui est exactement dans la même situation qu'en 2007, c'est-à-dire la veille de la crise, avec encore plus de risques. Voilà, donc c'est un fait, c'est-à-dire qu'on a échoué à réguler les choses, mais intelligemment. C'est-à-dire, il faut arrêter de pondre à longueur de journée. Réguler, c'est un terme du jargon, réguler. Non, on peut faire les choses intelligemment, arrêter quand on a depuis 2008, on a dit, et je suis pas le seul à l'avoir dit, il y en a plein qui sont partis sur la même chose en disant il faut absolument rétablir ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act. Le Glass-Steagall Act, c'était quoi? C'était la séparation entre les banques de marché, les banques qui jouent sur les marchés, et les banques de dépôt. Ça ne s'est pas fait. Ça, c'était une vraie régulation intéressante en disant, voilà, les banques de dépôt, si jamais il y a un problème, l'État garantit, l'État appuiera ces banques, et donc vous ne perdrez pas votre épargne et vos dépôts. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Sur les banques privées, c'est-à-dire les banques de marché, en revanche, si vous gagnez, très bien, si vous perdez, tant pis. Tant pis pour vous, on laisse couler la banque. Ça n'a jamais été fait. Jamais, jamais, jamais. Donc aujourd'hui, on est exactement dans la même situation qu'on l'était en 2007, avec encore plus de risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on arrive à des extrêmes qui sont ce qui s'est passé par exemple à Chypre, où les gens se sont fait saisir, voler, c'est un braquage à main armée, voler 80% de leurs dépôts. C'est-à-dire, il faut arrêter de dire ce sont des mafieux russes, etc. Non, le Chypriote qui avait vendu sa maison et qui avait 500 000 euros sur son compte, il s'est retrouvé avec 100 000. Bon, ce qui est du vol. C'est la banque qui... Non, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'Europe. C'est du vol pur et simple. Je veux dire, et personne n'a bronché, tout le monde trouve ça normal. Vous savez que le 23 juillet, ça a été voté au niveau européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on peut vous chyprioter votre compte. Voilà. On connaissait limogé, maintenant chyprioté. Ben oui, mais c'est quand même assez extraordinaire. On se dit dans des démocraties. Mais qui va appuyer sur le bouton pour dire tiens, je chypriotise les Français aujourd'hui? C'est l'État. L'État. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Eh ben, à ce moment-là, vous vous retrouvez un lundi matin devant votre banque qui est fermée et on vous explique que vous récupérerez peut-être quelques parties de votre compte, 10, 15%, 20%, peu importe. Là, on essaie de vous faire avaler que vous êtes garanti de toute façon jusqu'à 100 000 euros. Je peux vous dire que la garantie, elle sautera au premier coup, pour la bonne et simple raison que l'engagement des banques sur les marchés est tel aujourd'hui, avec des effets de levier tels aujourd'hui, que vous êtes en risque majeur. Dans une banque, les effets de levier vont de 24-25 à 40-45. Traduction. Ça veut dire que vous avez 2000 milliards au bilan d'une banque, que je ne citerai pas, 2000 milliards au bilan, et que vous avez 48 000 milliards d'euros qui sont placés sur les marchés financiers. Donc imaginez que nous perdions 10% là-dessus, ça fait 4 800 milliards, ça fait 2 ans et demi de PIB. Vous croyez qu'on va vous garantir 100 000 euros ? Vous pouvez le croire. On laisse son argent sur son compte. On n'a pas de choix, d'autres choix. Ah si, vous avez des choix. Vous pouvez mettre Olivier Delamarche. votre argent dans des banques qui sont moins risquées, qui sont des banques privées qui n'ont pas 250 petits traders qui font mumuse avec les fonds propres. Vous avez été trader, vous, non ? Oui, j'ai été. Donc, et vous avez fait mumuse pendant longtemps ? Je sais de quoi je parle. Voilà. Mais vous êtes co-responsable alors ? Non, parce que on était dans des petites maisons et on fonctionnait pas du tout de la même façon. Là aujourd'hui, c'est du pur abus de bien social. Une banque, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'une banque gagne de l'argent, un trader gagne de l'argent, c'est pour la banque. Il y a une perte, c'est pour nous. Fabuleux comme système. C'est un business model qui est assez extraordinaire. Vous arrivez au casino, si vous gagnez, pour vous. Si vous perdez, c'est pour le casino. Moi, je trouve ça bien. Alors, personne ne peut changer ces règles du jeu aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, on n'a pas vu grand-chose sur la loi bancaire. On peut pas dire que ça a été une avancée extraordinaire, puisque les banquiers sont arrivés en disant nous, non, les marchés, non, on fait rien dessus, non. Non, on n'est pas en risque. Bon, mais on suppose évidemment qu'on a le pouvoir et que par conséquent le pouvoir politique est très soumis, docile. Oui, il est soumis ou il comprend rien. Enfin, peu importe. Je vais pas chercher vous comprenez bien quand même les conséquences, mais vous savez, quelquefois quand on voit ce qu'ils font, on se demande s'ils comprennent quelque chose. Mais le recours à la fiscalité tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'augmentation des impôts, on va le voir avec Robert Mathieu qui voit les choses de manière humoristique. Mais le recours à l'augmentation systématique de l'impôt de manière inéluctable, ça, c'est ce qui nous attend, c'est ce qui va faire aussi que le système va descendre au fur et à mesure. Pourquoi vous les avez vus une fois descendre ? Non, mais je parlais de la santé économique. Non, parce que le malade va être ponctionné longtemps. Alors, il y a deux choses là-dessus, c'est-à-dire que évidemment que ça va continuer, évidemment que les impôts vont continuer à monter. En revanche, Monsieur Draghi avait prononcé une phrase qui était intéressante il y a un an à peu près, qui était passée d'ailleurs assez inaperçue, mais il avait dit, vous savez, quand on est arrivé au bout du prélèvement d'impôt, c'est-à-dire quand il est vraiment, quand on vous a ponctionné 100% de votre revenu, c'est difficile d'aller plus loin. Donc quand on sera arrivé au bout et que ça sera insupportable, on passera à l'épargne et au dépôt. Il l'avait dit, il avait annoncé ce qui allait se passer à Chypre, en gros. Donc Chypre, c'est notre vision de demain, Chypre. Voilà, ne vous faites aucune illusion, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faudra en effet passer à autre chose. C'est-à-dire que l'impôt, c'est bien, mais le prélèvement direct sur les comptes, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Vous avez le droit de mettre votre compte à l'étranger ? Oui, tout à fait. Légalement, vous avez le droit de mettre votre compte à l'étranger. Si vous mettez juste un scénario fiction, vous mettez votre compte en Suisse, par exemple, l'État ne peut pas prélever dessus. C'est plus compliqué, si vous voulez, parce que l'État suisse... En déclarant votre compte, je ne fais pas d'appel à l'évasion fiscale. Aujourd'hui, Monsieur Hollande peut le dimanche après-midi décrocher son téléphone et les banques ne rouvriront pas le lundi matin.
D'accord ? Donc, ils pourront vous prélever tout ce qu'ils veulent à partir de ce moment-là. Si en revanche, vous êtes dans une banque privée en Suisse de façon tout à fait déclarée, ça va être quand même plus compliqué d'appeler le gouvernement suisse le dimanche après-midi et de lui expliquer qu'il faut bloquer les banques. Et là, je pense que le Suisse lui répondra qu'il faut une votation et que ça risque de durer un moment. Bien que le secret bancaire ait été levé pour UBS et Crédit Il y a Suisse. que le secret bancaire, mais ça c'est un autre problème. Là c'est pas du, c'est autre chose. Mais déjà voilà. la Suisse commence à montrer quelques signes de. Tout à fait, mais ça de n'empêche faiblesse. qu'il faut quelques votations pour que ça se fasse, et donc ça vous laisse un tout petit peu de temps pour réagir. Mais voilà. En ayant son argent. Aujourd'hui, vous êtes, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, vous êtes en risque dans une banque, vous êtes en risque chez un assureur, et tous ceux qui disent le contraire n'ont jamais regardé un bilan de leur vie. Vous êtes en risque parce que vous avez de l'effet de levier dans les banques, et vous êtes en risque chez un assureur. Pourquoi ? Parce qu'un assureur, c'est le principal détenteur de dettes. Et donc, on a un problème de dette. Je pense que c'est assez évident. Donc, mais est-ce qu'il décroche, Olivier Delamarche ? Est-ce qu'il décroche son téléphone également ? Est-ce qu'il répond si François Hollande l'appelle ? Est-ce qu'un assureur, est-ce qu'une société de placement, une assurance vie par exemple, est aussi aux ordres, tel que vous semblez le dire, qu'une banque ? C'est pareil ? Ah oui. Pas plus d'autonomie ? Non, non. Non. Quelle autonomie ? Non. Quand un État décide de... normalement, il y a quand même un cloisonnement minimum entre l'État et des sociétés privées, logiquement. Ah, mais vous avez... Mais c'est déjà prévu dans le code des... dans le code des assurances, vous savez qu'il est prévu que un assureur peut refuser de votre achat de contrat d'assurance. Et puis le différer dans le temps ou faire ce qu'il veut. C'est prévu dans le code des assurances, faut les lire. Une banque aujourd'hui, avec la loi qui a été votée au niveau européen, une banque aujourd'hui peut parfaitement ne prélever sur votre compte ce qu'il faut pour la sauver. Donc, enfin, je veux dire, aujourd'hui, les gens sont pas informés, mais malheureusement, on est dans une panade extraordinaire. Hein. Allez, Olivier Delamarche avec nous jusqu'à 8h30, Olivier Delamarche. Il est 8h17. C'est vrai qu'il faut s'accorder une pause fiscale parce que le rire est encore pour combien de temps net de taxes. Alors, j'ai répertorié depuis une dizaine d'années près de 250 anecdotes. Tenez, par exemple, Saint-Mathieu. Alors Saint-Mathieu, c'était un publicain qui opérait au péage. Voilà. Vous avez entendu Robert Mathieu à l'instant, mais il s'agissait évidemment du bêtisier fiscal de Jésus à Depardieu. Alors je vais vous faire écouter quand même Robert Mathieu, qui est un ancien inspecteur des impôts, qui essaie de rendre la fiscalité amusante. Puis on verra ce que vous en pensez, Olivier Delamarche, parce qu'on est aussi là pour s'amuser, malgré un décor qui semble ressembler de plus en plus à... Je suis pas sûr que ça me fasse rire. Mais... un décor apocalyptique. Allez, Robert Mathieu, le bêtisier fiscal, et il commence par la pause fiscale. C'est vrai qu'il faut s'accorder une pause fiscale parce que le rire est encore pour combien de temps net de taxes. Alors, j'ai répertorié depuis une dizaine d'années près de 250 anecdotes. Tenez, par exemple, Saint-Mathieu. Alors Saint-Mathieu, c'était un publicain qui opérait au péage de Capharnaüm. Il travaillait pour le compte des Romains et des fois, un petit peu comme beaucoup de publicains, il en mettait un petit peu plus dans sa poche. Et puis, évidemment, il était haï dans le pays. Quand on venait dans sa maison, on était très mal vu, presque pestiféré. Vient à passer Jésus, qui ne regardait pas l'homme qu'il était, qui ne regardait pas la fonction qu'il tenait, qui lui dit « Viens, suis-moi ». Aussitôt, Saint Matthieu se lève, suit le Christ et il devient l'homme que l'on sait, il a pris conscience de quelque chose, il est devenu le saint qu'on connaît, il a suivi le Christ et, alors la petite anecdote, il est devenu aussi le patron des agents du fisc, des banquiers et des comptables. Et le fisc pas rancunier a même un centre des impôts qui se situe rue Saint-Mathieu. Vous vous rappelez un petit peu de l'expression « payer en monnaie de singe ». Eh bien, au Moyen-Âge, il y avait un petit pont qui reliait le quartier Saint-Jacques à l'île de la Cité. Évidemment, Saint-Louis avait demandé qu'il y ait une taxe quand on passait ce pont. Sauf étaient exonérés les saltimbanques et troubadours qui avaient un singe et faisaient un numéro de cirque, d'où l'expression
payer en monnaie de singe. Vous voyez, l'impôt est partout. L'impôt est partout. Saint-Mathieu, le collecteur d'impôts, qui est aussi patron des banquiers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prière à Saint-Mathieu? On va poser la question à Olivier Delamarche. Et puis, monnaie de singe. Cela renvoie aussi à l'histoire de France, à l'histoire de la langue française. Le bêtisier fiscal de Jésus à Depardieu. Robert Mathieu, qui sera avec nous prochainement. Son livre sort le 3 octobre. Olivier Delamarche, à Saint-Mathieu, on peut lui faire une prière? Écoutez, sur la monnaie de singe, c'est ce qui nous attend, en effet. On va tous vers une petite roupie de Sansonnet. Vous êtes aujourd'hui dans une logique qui est une logique d'impression monétaire, de planche à billets, à peu près dans tous les pays du monde, Japon, États-Unis, Europe. Et donc, si vous imprimez du papier sans que ça n'ait aucune base, que ça ne corresponde à aucune croissance, etc., à un moment ou à un autre... C'est comme un chèque sans provision. Exactement. À partir de ce moment-là, c'est juste une question de confiance. Il y a un moment où vous allez tendre un billet de 50 € à un épicier et il va vous dire non. Je veux pas, je prends pas. À contrario, ce jour-là, ça vaut 0. Hein. Olivier Delamarche, à contrario, plus on s'endette, plus on a confiance. Forcément. Si je m'endette, c'est que je pense qu'à l'avenir... Non, si vous vous endettez aujourd'hui, c'est que vous pensez que vous ne rembourserez pas. C'est ce que l'État fait, c'est-à-dire qu'il s'endette en disant de toute façon on s'en fiche, on remboursera pas. Donc ça n'a aucune limite. Ça n'a de limite que tant qu'on vous prête et tant qu'on a confiance dans notre monnaie et dans nos dirigeants. Un jour, la confiance c'est quelque chose de binaire. Hein, c'est soit 1, soit 0. C'est pas 0,5, c'est pas 0,7. Hein, donc c'est soit 1, soit 0. À un moment, vous n'avez plus confiance. Votre billet, vous pouvez faire un petit tas et puis le brûler parce que ça vaut rien. Est-ce qu'il y a des puissances émergentes qui pourraient faire apparaître d'autres monnaies aujourd'hui qui suscitent la confiance? Vous disiez la roupie tout à l'heure. On pense à la Chine. Simplement, la Chine a ses problèmes. D'abord, ils ont des réserves en dollars, ce qui est pas une bonne situation aujourd'hui. Ensuite, vous avez une bulle de crédit gigantesque qui est à l'aube d'exploser. Vous avez une récession en Chine alors que personne ne l'attendait, alors qu'elle était visible, puisque malheureusement la Chine dépend des économies occidentales et pas le contraire. Donc elle a aujourd'hui pas assez de marché intérieur pour faire fonctionner le monde. Donc vous avez des soucis partout. Maintenant, est-ce que la Chine dans une prochaine refonte du système monétaire international jouera son rôle? Bien évidemment, je pense. Parce c'est impossible d'ignorer une zone comme ça. Mais maintenant, il faudra que le système monétaire change. Or, le système monétaire changera quand les joyeuderies du G20 se mettront à y réfléchir. Pour l'instant, ils en sont au petit four et ils n'ont pas du tout l'intention de parler de ça. Donc ils en parleront très probablement à chaud quand les choses se seront faites et quand on sera dans une panade extraordinaire. Et évidemment, à ce moment-là, ils nous pondront quelque chose qui aura pour vocation d'éclater 20 ans après. Mais si on continue à s'endetter comme cela éternellement, finalement, ça continuera bon an, mal an. Non, parce qu'il y a un moment, ça va forcément évidemment, il y a un moment où, si vous voulez, même des gens complètement crétins comme beaucoup de gens sur le marché vont s'apercevoir qu'ils seront jamais remboursés. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils le savent déjà, puisque vous leur dites. Non, parce que j'ai beau leur dire, mais il y a des gens à qui il faut expliquer très longtemps les choses, si vous voulez, parce que ça a du mal à connecter. Pourtant, généralement, quand on parle d'argent, on percute quand même assez vite, non? Oui, croyez-moi, non, parce que vous avez beaucoup de gens qui sont dans le déni, parce que c'est plus facile intellectuellement. C'est vrai que c'est compliqué. Là, on est en train de leur expliquer qu'ils vont tout perdre, donc ça les amuse pas. Donc ils vous croient pendant tout le raisonnement. Quand on arrive à la conclusion, ils ont du mal. Donc voilà. Maintenant,
Non, il y a des moments, regardez ce qui s'est passé en Grèce, regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe au Portugal aujourd'hui. Il y a un moment où les gens quand même s'aperçoivent que ça va être compliqué de rembourser. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent une rémunération qui est beaucoup plus importante. Des taux à 7, à 8, à 9, à 10. Et évidemment, quand vous êtes endetté à plus de 100% et que vous avez 10% de taux d'intérêt, évidemment, vous ne pouvez pas dégager une croissance suffisante pour payer les intérêts de l'emprunt. Donc, évidemment, encore moins pour rembourser son emprunt. Donc, ça veut dire que vous êtes condamné à faire de la dette, sur de la dette, sur de la dette, et voilà. Merci Olivier Delamarche. Heureusement, il y a peut-être un espoir derrière ce monde qui s'effondre. Et un espoir de reconstruction. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Olivier Delamarche, économiste, chroniqueur sur BFM TV. Merci, à bientôt.